Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé aujourd'hui. Des fois, c'est le vendredi, des fois, c'est le lundi, dépendant des entreprises. Des fois, ce sont les 2 jours. Nous, on aime tellement ça faire de la radio qu'on a dit, il n'y en aura pas de journée de congé, comprends-tu? On va être là, fidèle au poste. Dans mon cas personnel, si je peux parler, moi, les gens le savent, j'ai fait mon apostasie il y a plusieurs années. Si vous savez pas ce que ça veut dire, l'apostasie, c'est quand on décide de se retirer de l'Église catholique. Moi, j'ai été baptisée quand j'étais petite, contre mon gré, j'étais pas consentante, j'ai pas dit oui, baptisez-moi. Et on m'a forcé, en plus, mes parents m'ont forcé à faire la première communion, toutes les patentes qui viennent après, là. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je veux rien savoir de cette église-là. Fait que je me suis fait retirer des registres à Bordeaux, où je suis née, en France. Avant de te faire excommunier. J'aurais sûrement été excommuniée. Écoute, puis quand je me suis mariée, c'était pas catholique non plus, fait que donc, etc. Donc, je respecte énormément tous les gens pour qui c'est une journée importante. Pour moi, ça n'est pas donc le vendredi saint, c'est un vendredi comme les autres, mais donc je respecte ça, mais je trouvais ça important de partager ça avec vous. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, oui. As-tu été baptisée, toi? Baptisée, j'ai fait ma confirmation aussi. Voilà, c'est ça la patente. Ma première communion également. Première communion, ouais. Confirmation, puis après, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi après. La première fois que tu manges, que tu vas, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Je me souviens même plus. Je sais que j'étais pas contente d'être obligée de le faire. Le petit pain? Je sais pas, là. L'Eucharistie. Non, mais la première, baptême, donc la première communion. La première communion. Pourquoi ça le dit? Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, parce que ça dit l'Eucharistie. Bon, en tout cas, bref, tous ces trucs-là, je les ai faits. Donc, joyeuse Pâques à ceux qui le célèbrent et on salue tous les gens qui sont athées, agnostiques ou qui ont fait leur apostasie aussi. Oui. Voilà, oui, on est inclusifs. Oui, on dit bonjour à tout le monde, nous, à Cube. Et je vais prendre vraiment un petit 30 secondes juste pour vous donner des nouvelles de cette idée un petit peu folle qu'on a eue cette semaine, hein, Cybèle? Ton idée, comme ça, née d'une idée de génie, d'un miracle. Prenons le crédit collectif à Cube dans l'émission entre 14h et 15h. On a eu cette idée folle. Donc, vous la voyez, l'affiche de demi-dove de la compagnie Warrior Spa qui nous a été très gentiment donnée par Sacha Ouimet, qui est responsable du marketing pour l'entreprise. Toutes les affiches qui avaient été mises sur les poteaux électoraux, elles ont toutes été volées. Il en restait une dans un des placards de chez Warrior. Ils nous l'ont donnée très gentiment. Mais nous, on voulait pas la garder pour nous. On voulait la partager avec vous, les auditeurs et les auditrices de Cube. Donc, jusqu'à mercredi, vous allez pouvoir soumissionner. Cybèle, tu vas nous donner les numéros. Oui, je veux juste savoir, est-ce que Stéphanie t'a lu quelques-uns des messages? Ça continue de rentrer. Donc, il y a des gens qui nous offrent déjà plusieurs montants pour cette enchère-là. Donc, sachez que ça va continuer. Vous pouvez continuer de nous écrire, de nous appeler. On va vous donner tous les détails la semaine prochaine. 1-877-827-2346. Le studio à commercial cube.radio. Mais inquiétez-vous pas, ça va pas se passer cet après-midi. La semaine prochaine, on revient pour ça avec vous. Voilà. On va vous donner des détails. Alors, vous pouvez continuer à soumissionner. À la fin de l'émission aujourd'hui, je vous dirai à combien est rendu le plus haut soumissionnaire. Lundi, je vous dirai à combien on est rendu. Mardi, je vous dirai aussi à combien on est rendu. Et c'est mercredi qu'on va fermer les enchères. Et donc, l'argent du plus haut soumissionnaire, ça va être remis à l'organisme Procure, qui est un organisme qui a fait sa mission, la recherche, l'information, le soutien pour les personnes atteintes du cancer de la prostate. Comme vous le savez, un collègue ici à Cube Radio a eu le cancer de la prostate. Il se trouve que c'est mon mari, mais même si c'était pas mon mari, je trouve que c'est une cause qui nous a beaucoup rassemblés ici à Cube Radio. Donc, la personne qui sera la plus haute soumissionnaire aura la fiche et aussi un reçu d'impôt, évidemment, de la part de Procure. Alors, continuez à vous à nous écrire pour vous Procure et
l'affiche, la comprends-tu? Ben, certain que je la comprends. Je t'ai vu venir à 100 000 à l'heure. Ben, et des fois, elle est pas pire. Donc, celle-là, tu te donnerais combien sur 10? Trop facile. Trop facile? Non, OK, 3 sur 10. Ça. Bon, on va parler d'un sujet extrêmement important pour non pas les gens avec une prostate, mais les gens sans prostate, les femmes. Une décision très importante de la Cour suprême britannique qui tranche en disant, ben écoutez, la définition de femme est selon le sexe biologique. On va en parler avec Alexandra Houle. Elle est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Sophie. C'est une décision extrêmement importante, pas juste pour les femmes en Angleterre ou dans le Royaume-Uni, pas juste pour les femmes en Europe, mais pour les femmes à travers le monde. Pourquoi c'est important, Alexandra, cette décision-là? Ben, écoute, cette décision-là est très importante parce que pour tous les pays, dont le Canada, où on a pas clairement établi ce que c'était qu'une femme, ce jugement-là va avoir une influence incroyable parce que ça peut servir d'exemple de contre-pouvoir judiciaire. Puis ça va permettre de peut-être créer un équilibre entre les droits collectifs des femmes versus ceux des personnes trans. Parce que ce qu'on constate, je pense qu'on en a parlé quand même assez souvent, là, c'est qu'il y a un conflit entre les droits des deux. Puis là, ce jugement-là, ben vient vraiment établir quelque chose de réel, là. Fait que pour tous les groupes féministes à grandeur de la planète qui sont critiques de l'idéologie de genre, c'est une excellente nouvelle, là. Je veux dire, nous, on a quasiment popé le champagne, là, quand on a vu ça, parce que c'est un jugement qu'on attendait depuis très longtemps, là. C'était depuis 2018 que ça traînait, voilà. Là. Alors, depuis 2018, donc, parce qu'en 2018, il y a un regroupement féministe écossais qui avait dit, ben ça n'a pas de sens parce que dans les endroits qui sont réservés aux femmes, que ce soit des clubs sportifs, des refuges pour personnes victimes de violences, les hôpitaux, etc., etc., il y a des endroits qui sont réservés aux femmes, mais quiconque se prétend femme ou a un ressenti de femme peut aller dans ces endroits-là. Et ces femmes-là disaient, les féministes écossaises disaient, ben nous, on se sent pas en sécurité, puis la définition d'une femme, faut la clarifier. Donc, qu'est-ce que tu répondrais, Alexandra, parce qu'on les entend déjà, des gens, des militants ou des personnes transgenres qui militent pas nécessairement, mais qui disent, c'est discriminatoire envers nous, les femmes transgenres. Ben en fait, c'est discriminatoire. C'est qu'en fait, la définition même de ce qu'est une femme pour la grande majorité des gens, c'est que c'est la femelle de l'espèce humaine. Tu sais, là, on a accordé, comme on essaie de faire une espèce de compromis là entre le genre et le sexe, puis sous la pression de groupes militants, plusieurs gouvernements et le nôtre ne fait pas exception. On a décidé non officiellement de mélanger les deux. Puis là, ce jugement-là vient mettre vraiment une ligne. Les droits des personnes trans en Écosse, au Royaume-Uni, puis également au Canada sont déjà protégés. Là, les juges, ce jugement-là n'a pas passé sur le bord sur une fesse. Là, tu sais, à un vote près, les 5 juges étaient d'accord que la femme c'est la femelle de l'être humain. Là, tu sais, donc pour les personnes trans que ça représente, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, mais leurs droits sont quand même protégés parce que l'identité de genre d'une personne est protégée dans les chartes. Donc, la discrimination, tout ce qui peut les affecter est quand même protégé. C'est que là, on les inclut pas dans la catégorie femmes. Voilà. Ils vont être dans la catégorie trans. Voilà. Donc, on va arrêter au nom de la loi, selon la loi. Après, il y a tout le ressenti qu'on respecte, tout ça. Mais selon la loi, une femme transgenre n'est plus considérée comme une femme. Elle rentre dans la catégorie transgenre, c'est une catégorie qui est à part, mais elle n'est plus considérée comme une femme. Il y a un dossier, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, puis il y a un argument qui m'a comme frappé de plein fouet, auquel je n'avais pas pensé avant. Il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui militaient en faveur de cette reconnaissance-là, en disant, écoutez, ça n'a pas de sens, parce que par exemple, dans un club de rencontres, où on dit, ben c'est un club de rencontres réservé aux lesbiennes. Ben oui, parce que nous, les lesbiennes, on aime ça. C'est des femmes qui aiment une femme. Donc, on veut peut-être rencontrer quelqu'un pour avoir une relation, peu importe. Ben, selon la loi, la façon dont c'était fait, quelqu'un qui est un homme biologique transidentifié aurait pu aller dans un club de rencontres de lesbiennes puis dire, ben moi, je veux avoir une rencontre avec une femme. Ben non, t'es pas une femme. Donc, il y a beaucoup de lesbiennes à travers le monde qui se réjouissent de ce jugement-là, Alexandra.
Oui, parce que justement, comme vous venez de le dire, il y a eu il y a eu plein d'incidents comme ça. Même en Australie, il y a eu une poursuite quand même assez incroyable d'une femme trans qui poursuivait une application de rencontre pour femmes lesbiennes. Et elle a gagné là. Donc l'application pour les lesbiennes sont obligées d'inclure les femmes trans. Ici là, tu comprends là, ça fonctionne pas. Tu peux pas obliger des personnes homosexuels à avoir des relations hétérosexuelles. Je veux dire. Ben oui. Oui, non, mais en fait, c'est que c'est pas, c'est de l'homophobie, tu sais, dans une certaine façon. Tu peux pas permettre à des personnes homosexuels de se rassembler entre eux puis de ne vouloir que dater des gens du même sexe qu'eux. Tu sais, ce jugement-là est bon pour les femmes. Puis pour les homosexuels aussi. Puis on aurait pu même avoir une situation aussi absurde que un homme transidentifié qui irait dans un site de rencontre pour femmes lesbiennes et qui donc aurait rentrerait en contact avec un autre homme transidentifié. Donc ils auraient une relation homosexuelle, mais facilitée par un site de rencontre pour les lesbiennes. À un moment donné, il faut en revenir à la définition même de ce qu'est une femme. Puis tu viens de dire quelque chose de très important, Alexandra, c'est que je pense que ce jugement-là, il est pas contre qui que ce soit, mais il est pour la protection des femmes. Et je veux te montrer une image de J.K. Rowling, donc qui est l'auteur de Harry Potter. J'ai demandé à Jean-Philippe de nous la sortir. Alors voici comment J.K. Rowling a accueilli cette nouvelle avec un cigare et un drink à la main au bord de la mer. Pourquoi, explique-nous, Alexandra, pour ceux qui sont pas au courant, le rôle que J.K. Rowling a joué dans cette décision-là. Ben en fait, J.K. Rowling faisait partie était la personne qui finançait le groupe c'est For Women Scotland. Elle faisait partie des personnes qui les aidaient financièrement parce que tu sais c'est un petit organisme avec peu de moyens qui est parti au front parce qu'on s'entend quand que les groupes féministes aujourd'hui décident de défendre cette cause-là, il y a à peu près personne qui nous soutient réellement. Et J.K. Rowling, elle a vraiment aidé beaucoup cet organisme-là à tout couvrir les frais judiciaires, là. Tu sais, des avocats, ça coûte cher, là. C'est pas donné. Donc, c'est grâce à elle qu'elles ont pu avoir les moyens de se rendre jusqu'au bout du processus, là. D'accord. Et il faut le dire, vu que For Women Scotland se bat depuis 2018, donc ça fait 6 ans qu'elles se battent parce qu'elles avaient été rejetées une première fois, donc il a fallu qu'elles montent évidemment à la cour, une instance supérieure, et ça s'est rendu donc jusqu'à la Cour suprême. C'est pour ça que le jugement est si important, c'est que c'est vraiment la cour ultime en Angleterre, et c'est amusant quand même de voir la façon dont les médias aujourd'hui et depuis en fait la décision couvre ça en disant écoutez, voyez, J.K. Rowling est associée à la cause, donc forcément c'est une cause transphobe parce que évidemment J.K. Rowling est transphobe, comme nous l'a dit avec beaucoup d'aplomb Raphaël Provost il y a quelques jours ici à Cube Radio. Donc en fait on rend les gens qui se sont battus pour les femmes coupables par association parce qu'on n'aime pas J.K. Rowling. C'est quand même assez désastreux. C'est hallucinant, là. Je faisais le tour des nouvelles québécoises et francophones sur cet article-là, puis même j'écoutais des animateurs de radio, toutes sortes de chroniqueurs. Puis la nouvelle, ici, elle a vraiment été rapportée comme si c'était un autre affront aux droits des LGBT, un grand recul pour les femmes trans. Je veux dire, j'ai vu des articles où on nommait même pas les femmes qui étaient sur les photos de l'organisme For Women Scotland. Tu sais, je veux dire, il y avait Maya Forstater, puis des personnes très connues là, quand même là, qui font partie intégrante de cette cause-là. Puis on prenait toujours la peine de mentionner que J.K. Rowling était transphobe. Tu sais. Mais est-ce qu'on peut des médias très objectifs? Est-ce que ce sont des médias très objectifs, Alexandra, qui ne portent aucun jugement et qui rapportent la nouvelle telle qu'elle est sans donner leur grain de sel de façon tout à fait objective? Et je tiens à dire que quand tu dis en effet qu'on n'a même pas montré des photos des femmes biologiques qui se sont battues dans ce combat-là, c'est encore un cas d'effacement du féminin et d'effacement des femmes. On pose encore une fois la question, où sont les femmes? Merci beaucoup, Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Merci, Alexandra. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, on
On est vendredi, vous êtes très nombreux à être en congé. On est très content que vous nous écoutiez et que vous nous regardiez à Cube Radio. Et puis moi, je me suis dit, on est vendredi, c'est une journée de congé pour beaucoup de gens. On peut-tu rire un peu? Et moi, il y a quelqu'un qui me... Mais vous le savez, parce qu'elle vous fait rire aussi. Il y a quelqu'un qui me fait rire, qui me fait hurler de rire. Parce qu'elle a un regard plein de justesse. Mais c'est même pas une humoriste. Elle s'appelle Roxane Labanane. Vous la suivez peut-être déjà sur les médias sociaux. Si c'est pas fait, suivez-la partout, là. Facebook, YouTube, Twitter, envoyez donc à Menzan. Roxane Labanane, créatrice de contenu et co-animatrice aussi du balado Grille Neurone. Bonjour, Roxane. Bonjour, Sophie. Roxane Labanane, d'ailleurs, tout à l'heure, pendant l'entrevue avec Alexandre Raoul, elle était dans sa cuisine, puis on voyait plein de bananes. Donc, les membres de ta famille étaient dans la cuisine d'Alexandre Raoul. Ben, je suis vraiment contente de l'apprendre. C'est une grande famille, quand même. Oui, absolument. Roxane, donc, dans le balado, dans toutes tes interventions Twitter, Facebook, etc., tu trouves le moyen d'observer la société en te faisant passer pour une woke. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça, les woke? Est-ce que t'es vraiment un sujet de moquerie qui va perdurer dans le temps? Ça, je sais pas. Je sais pas si ça va perdurer dans le temps. Est-ce que c'est si grave? Il y a beaucoup de gens qui nous disent, puis je pense à toi aussi, puis même à ton mari, d'en revenir des woke, d'arrêter de parler des woke. Je vois souvent ce commentaire-là, mais le problème, c'est pas juste... Si c'était que des personnes par-ci, par-là, mais le wokisme est dans nos institutions et dans nos médias et affecte aussi des décisions qui sont prises. Le wokisme, ça veut de la censure, ça veut plus d'interdiction, plus de réglementation, ça nous taxe au nom des causes vertueuses. Donc, c'est ça mon problème avec le wokisme. C'est pour ça que j'en ris, c'est pour ça que je le dénonce. Parce que ça s'incruste un peu partout dans nos vies, fait que c'est... Même à l'embauche, dans certains cas, il y a de la discrimination aussi, ouais. Avec les fameux programmes de DEI, de diversité, équité, inclusion. Il y a des gens qui ne peuvent pas même postuler pour des emplois. Moi, c'est toujours la réponse que je fais quand les gens disent « arrête avec les woke », mais je dis, si t'étais quelqu'un là, qui a pas eu de job parce que t'es un homme blanc cisgenre, mais peut-être ça te ferait moins rire. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, j'ai mis sur ma page Facebook, il y a un livre qui vient de paraître en France. Donc, un chercheur français qui s'est intéressé aux effets dévastateurs du wokisme dans le domaine des musées. Les musées, maintenant, font des expositions woke. Donc, arrêtez de nous dire que c'est juste les méchants chroniqueurs de Québécois qui s'intéressent à ça. En France aussi, ils s'intéressent à ce phénomène-là. Alors, je veux qu'on rie un petit peu. Donc, tu as fait une vidéo. Je laisse, la vidéo parle d'elle-même. On va écouter ça, un petit extrait. En nous traitant de woke. Si être woke, c'est chercher la validation d'un groupe autoproclamé comme les bonnes personnes en utilisant une écriture inclusive ridicule, être en état constant d'éco-anxiété existentielle tout en flushant sa toilette directe dans nos cours d'eau 20 fois par jour sans aucun remords, être offensé 24 heures sur 24 par un dictateur élu démocratiquement dans un autre pays, dénoncer des bouillies de mots aléatoires comme l'oppression du patriarcat de l'homme blanc hétéronormatif cisgenre pétro-carnivore toxique, ou d'envoyer chier les gens sur Internet qui rient de mon drapeau de l'Ukraine, même si dans mon quotidien, c'est vrai que je me ben raide de l'Ukraine. Ben OK, je suis woke. Tant mieux. Ça me fait tellement rire. Et en plus, ta livraison. Tu sais, en humour, la livraison est importante. Tu sais, c'est comme quand t'énumères la pétro-carnivore. Ça, c'est vraiment très drôle. Ouais, pétro-carnivore, je pense que je l'ai inventé à cela. Parce qu'il y avait pétro-masculiniste, puis ouais, je n'ai fait un nouveau, là. Alors, pétro-masculiniste, ça existe? Je l'ai déjà entendu. Tu l'as déjà, oui, puis okay. Je pense que je l'ai entendu dans les journaux, là. Fait que oui. Mais pétro-masculiniste. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, toute la bouillie de mots que tu nous sers, c'est... Des fois, les woke sont eux-mêmes une caricature d'eux-mêmes. Donc, dans le fond, tous les mots que tu nous dis, on les a déjà entendus, Il y a des gens comme ça avec leur perruque verte. Sont durs à caricaturer tellement c'est proche de la réalité. Je veux dire, moi, toutes mes vidéos sont toujours inspirées de des commentaires qu'on me fait ou que je vois faire à d'autres et que j'entends de façon récurrente. Là. Oui, c'est très proche de la réalité, malheureusement. Là. Alors, je voulais t'inviter aujourd'hui, je me disais, on va rire. Roxane Labanane, excuse-moi, c'est pas la première fois que tu viens ici à Cube. Je me suis dit, on va rigoler. Sauf que dans les dernières heures, il s'est passé quelque chose qui, selon moi, est quand même assez grave. Donc,
t'as une vidéo sur Facebook qui a été donc censurée par Facebook. Alors, donc l'idée est assez simple. Tu fais un courrier des lecteurs avec Annie-Ève Collin, qui est professeure au collège. On dira pas à quel collège. Et vous avez lu en ondes des commentaires extrêmement insultants à son égard. On va en écouter un petit extrait. Ça s'appelle votre ponde. Oui, je suis tannée. Bas-moi. Banne-moi. On voit la montée du fascisme, puis elle, j'en peux plus. Ouais, fait que là, t'es une fasciste, puis ça mérite une incitation au suicide qui est criminelle. Ben, je le sais pas parce que c'est ponde. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il a fait une faute volontairement. Je le sais, ça vient de qui, là? On dit les noms, là, parce que... Nick Terrien. Nick Terrien. Au moins 3 fois, parce que ça se peut qu'il y ait d'autres fois que je l'ai pas vu, mais au moins 3 fois, il m'a incité à me pendre. OK. Alors, moi, je trouvais ça important. Oui, aïe, vas-y, t'as fait raison, Cybèle. Alors, je trouve ça important, et l'extrait est un peu long, mais j'ai voulu le mettre au complet parce que c'est important de dénoncer. Quand des gens mettons que quelqu'un inciterait au suicide Rima El Khoury de la presse ou Léa Clermont-Dion, il y aurait une levée de bouclier, les gens diraient c'est épouvantable. Il y a des gens qui pensent que quand on s'en prend à des gens plus à droite ou plus, c'est correct de les insulter. C'est ça qui m'écoeure. Oui, c'est mérité parce qu'elle l'a cherché, parce qu'elle a une opinion qualifiée d'extrême droite. C'est n'importe quoi. Là, toutes les justifications sont bonnes pour envoyer des insultes comme ça. Là. Toi, t'en reçois? Oui, on a souvent fait des courriers des lecteurs avec nos propres messages, mais vraiment, Annie-Ève Collin, elle en reçoit beaucoup, puis des assez intenses. Là. C'est pour ça que je voulais faire un épisode spécial avec elle, parce que c'est quelque chose. Là. C'est assez violent puis insultant ce qu'elle reçoit. Et c'est souvent des gens qui se prétendent les bonnes personnes pour l'inclusivité, tu sais, contre la haine, contre le fascisme, puis envoie, c'était pas le seul message là, qu'on a lu, là, c'est 40 minutes de messages. Là, notre épisode spécial avec elle. Alors, donc, t'as été punie parce que donc, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre ce segment-là. Et quand on porte plainte sur Facebook, il faut expliquer pourquoi, là. Tu sais, quand on signale un post, et il avait été signalé pour harcèlement et intimidation. Et parce donc, que vous nommez les personnes qui donnent leurs commentaires, vous feriez de l'intimidation. Je ne sais pas si c'est parce qu'on nomme les noms ou si c'est ce qu'on dit, le contenu des messages qui est considéré comme dégradant, intimidant. J'ai pas eu plus de justification, mais j'ai trouvé ça tellement ironique de me faire censurer pour ça. Là. Mais c'est que Facebook est incapable de comprendre que si moi je dis « je dénonce le fait que quelqu'un ait dit « va te pendre », Facebook est pas capable de comprendre que je suis pas en train de dire à quelqu'un va te pendre, je suis en train de le dénoncer. Donc c'est complètement, on voit toute l'absurdité de la situation. Est-ce que tu as des recours? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu discutes avec Facebook ou t'attends que ça passe puis que Ben on peut contester là sur Facebook, mais c'est vraiment 2 questions là. Fait que je conteste, vous avez mal compris les propos. Après ça, il y a un autre. Je me rappelle plus là c'était quoi les 2, mais on répond à 2, on coche 2 cases là, puis après ça on espère qu'ils vont comprendre et on se doute qu'ils vont sûrement pas comprendre. Là. J'ai pas beaucoup d'espoir que la vidéo revienne. Là. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça, Roxane, c'est que je trouve que il y a comme une polarisation du débat en ce moment. C'est-à-dire que même le simple fait d'aller sur les médias sociaux et de dire regardez, moi je suis un individu, j'ai le droit à mon intégrité. Vous avez pas d'affaire à me dire d'aller me pendre. Ça provoque, tu sais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une plainte. C'est donc, ça, on se demandait si c'était les robots ou si c'était, mais d'après moi, c'est quelqu'un qui s'est plaint, effectivement, là, ouais. Et ça dit quelque chose sur notre époque, tu trouves pas, Roxane? Oui, mais c'est ça, en fait, ça revient au wokisme parce que, bon, il y a beaucoup de woke qui disent ils savent pas ce que ça veut dire être woke, c'est juste une insulte comme ça, mais justement, être woke, c'est du signalement de vertu, c'est de penser que tes causes à toi justifient n'importe quel acte, puis ça, c'en est un acte de wokisme, c'est que au nom de leur cause, qui est de... Je sais pas, là, ils ont décidé qu'Annie-Ève Collin, c'était une mauvaise
mauvaise personne qui dit des mauvaises choses. Donc, tout est justifié. Fait que s'ils peuvent la recensurer encore, s'ils peuvent me censurer vu que j'y donne la parole, ben ils vont le faire parce qu'ils pensent qu'ils le font pour le bien. Là. Et c'est épouvantable parce qu'elle enseigne dans un collège, elle est professeure et les gens parlent ouvertement et lui écrivent ou ils s'écrivent entre eux en disant on va la dénoncer à son collège, on va faire en sorte qu'elle perde sa job, on va se rendre sur place. C'est ça l'intimidation, c'est ça le harcèlement. C'est pour ça que je trouvais ça important de t'en parler aujourd'hui. On va retourner rire un petit peu. Alors ne soyez pas offensés, n'appelez pas à l'annulation, à la culture de l'annulation. On va écouter, c'est tout récent, hein, tu l'as mis il y a 24 heures, celui sur LGBT. Oui, je pense que c'était ce matin sur en fait, c'est sur on va l'écouter. On fait aucun bruit. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir manifester violemment pour l'inclusivité en excluant tout le monde qu'on n'aime pas, puis en trachant la ville, puis en crissant le feu à des Tesla. Êtes-vous vraiment obligé d'avoir une opinion là-dessus puis d'en parler? Les hétéros, ce genre de marde, sont complètement obsédés par les organes génitaux des personnes qui se battent dans les sports féminins. En quoi ça vous fucking regarde? Les LGBTQIA... Alors, c'est les LGBTQ, vas-y, là. LGBTQIA, 2SNB+. Mais c'est des vrais? C'est toutes des vraies lettres. On peut le dire de façon différente. Des fois, le 2S est au début, mais c'est quand même... Justin Trudeau, il mettait toujours le 2S au début parce que 2S, c'est deux esprits. Exact. Donc, chez les Autochtones, c'est comme ça qu'on appelle les personnes. Mais lui, se mélangeait. Moi, je me mélange pas, par exemple. Lui, il se mélangeait? Oh, mon Dieu, ça doit être drôle de retrouver ça. Ben oui, t'es meilleur que Justin Trudeau. C'est pas... Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Continue à nous faire rire, Roxane. C'est pas méchant, c'est pas de la haine. On a le droit de rire de tous les membres de la société. Donc, continue à nous faire rire, Roxane. Et puis, merde à Facebook. De toute façon, Facebook, il nous permet même pas, dans les médias, de partager nos contenus. Alors, on espère que ça va arrêter ça à un moment donné. À un moment donné, mais ça m'étonnerait. Merci beaucoup, Roxane Lamanane. Puis, joyeuse Pâques, ou joyeuse rien du tout. Joyeuse fête du chocolat. Bon, voilà. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Je suis désolée. Bonjour, Nicolas Poirier, vous venez de rentrer en studio, puis je vous ai très mal accueilli. Je vous ai appelé Olivier. C'est pas grave. Mais j'ai 3 frères, puis je les appelle, je me mélange tout le temps dans leur nom. Alors, l'erreur est humaine. Nicolas Poirier, je suis amie avec vous sur le réseau LinkedIn. Rapprochez-vous de votre micro, Nicolas. Vous êtes président de l'agence de publicité Poirier et vous avez soulevé une question que je trouve essentielle en ce moment, en pleine période électorale. Vous avez demandé à ChatGPT d'analyser les résultats des élections fédérales de 2021. Qu'est-ce que vous a révélé ChatGPT? Que tout simplement, sur une 50aine de circonscriptions, l'élection s'était jouée littéralement sur ces 50 circonscriptions, qu'elles auraient changé de couleur pendant cette élection-là. On avait eu un gouvernement pendant 4 ans totalement différent. Donc, il y a 50 circonscriptions où, à quelques votes près, on a fait basculer donc d'un parti à l'autre, ce qui a permis au gouvernement libéral d'accéder au pouvoir en 2021. Exactement. Et quand on dit à quelques votes près, c'est pas une image, puisque par exemple, pour la circonscription la plus serrée, le décompte était à 12 votes de différence. C'était au Québec et c'était la circonscription de Châteauguay-Lacolle. Et donc, dans cette circonscription, c'était 12 votes. Mais si finalement on prend, ce qui est le cas le plus extrême, mais si on prend les 50 circonscriptions les plus serrées, le vote le plus serré dans la 50e circonscription, il était à 2000 votes et quelques. D'accord. Donc, quand on prend ce cumul... Donc, c'est très peu. En fait, on se rend compte que l'élection s'est jouée à 72 000 voix sur 17,2 millions de votes. Ça, c'est un chiffre qui met tout à fait les choses en perspective parce qu'on sait la façon dont fonctionnent nos élections. Donc, c'est le nombre de circonscriptions que c'est le parti qui a reçu le plus de votes dans le plus grand nombre de circonscriptions et non pas le total des votes. Ce qui permet le genre d'aberration que vous avez constaté. Évidemment, ça fait des années qu'on le constate, mais là, vous le chiffrez. C'est pour ça que je trouve intéressant. À partir de ça, à partir de cette constatation-là, les 50 circonscriptions qui ont fait virer le vote, qui ont fait basculer le vote pour le Parti libéral, là, vous demandez une autre chose à ChatGPT. C'est quoi? À partir de là, en fait, je fais une requête à ChatGPT en disant, construis-moi 50 audiences
qui me permettrait de toucher précisément les 72 000 électeurs qui font l'élection. On parle souvent aux États-Unis des swing states, du fait qu'il y a quelques États qui font basculer l'élection d'un sens ou un autre, qui sont finalement quelque chose comme 8 États sur les 50 États américains. Au Québec, on se rend compte que finalement, il y a 72 000 électeurs qui vont être des swing électeurs. Alors j'exagère, en réalité, ils sont plus, mais sur la dernière élection, ils étaient très exactement 72 000 à pouvoir faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc, vous demandez à ChatGPT de vous donner les clés pour, si vous étiez, mettons, malveillant, si vous vouliez influencer le vote d'une façon ou d'une autre, comment on ferait pour faire basculer les 72 000 personnes qui détiennent, dans le fond, la balance du pouvoir, d'une certaine façon? Comment on fait pour les faire voter du bon sens? Et comment on fait? Alors, qu'est-ce que vous a répondu ChatGPT? Moi, j'adore ça parce que je connais la réponse, mais je vous amène pour que les auditeurs puissent le voir, parce que c'est assez amusant comme exercice que vous avez fait. En réalité, avec ChatGPT, je n'ai fait que gagner du temps parce que j'aurais pu le faire très manuellement. Oui. En fait, j'ai juste construit 50 audiences Facebook dans le compte publicitaire de Facebook, et donc qui vont cibler précisément les 72 000 personnes qui m'intéressent, donc dans les 50 circonscriptions qui m'intéressent. Et à partir de là, si je le souhaitais, quelqu'un le souhaitait, il pourrait faire de la publicité à ces 72 000 personnes-là pour essayer de les influencer, de les amener à voter ou à ne pas voter dans un sens ou dans un autre. D'accord. Ça coûte combien, une publicité sur Facebook? Ça coûte à peu près $2 de toucher 1000 personnes. Donc pour toucher exactement les 72 000 personnes, ça coûterait $188 pour leur afficher une pub. Ça leur coûterait le double pour en afficher 2, etc. pour toucher 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord. Donc, si quelqu'un avait envie de dire « je vais vraiment cibler ces 72 000 personnes-là dans ces 50 circonscriptions-là », ça coûte pas si cher que ça. Vous venez de me dire 188, je sais pas pourquoi j'avais noté 144. C'est peut-être 144, j'ai pas révisé mon chiffre. C'est pas très cher. C'est $2 pour 1000 impressions. Donc, ça veut quand même dire, en fait, que c'est pas vrai que les votes, chaque vote compte. On entend des fois que les gens se disent « Ah, je sais pas, mon vote, je sais pas pour qui voter », mais c'est bien la preuve que c'est complètement faux. Ça veut dire que 0,43% des votants de la dernière élection ont fait l'élection. 0,43%. De la même manière que les électeurs des swing states avaient beaucoup plus de pouvoir qu'un électeur de New York dont on pouvait prédire que l'État de New York serait démocrate aux dernières présidentielles, ou qu'un électeur, par exemple, je cherche le Texas, avait moins d'importance s'il était démocrate puisqu'il savait que le Texas allait rester républicain. Au Canada, on peut dire à peu près la même chose. Il y a 0,43% des électeurs qui ont pouvoir de choisir de l'élection. Et la question est de savoir si ce choix, il est réellement le leur, ou si quelqu'un ou un État, puisqu'on sait que la Chine, par exemple, a influencé sur les dernières élections, est-ce qu'un État ne pourrait pas décider d'utiliser ce biais-là aujourd'hui pour influencer ces 0,43% d'électeurs? Ça ne coûterait à cet État-là ou à une personne ou à une entité, n'importe laquelle, et je ne rentre pas dans le conspirationnisme. Je le dis sincèrement, n'importe qui peut faire ce que j'ai fait. Concrètement, ça prend juste $188 pour toucher une fois ces fameux électeurs. Avec un budget de $10 000, vous pliez complètement l'élection. Voilà. Ça, c'est vraiment... Alors donc, évidemment, cette phrase-là est une phrase choc. $10 000, on peut très sérieusement influencer. En même temps, si, mettons, le Parti libéral nous envoie 22 fois à travers la tête la publicité de, comment elle s'appelle, Léa Streliski, assise avec Mélanie Joly, pense pas que ça va faire tant que ça une influence, mais on comprend le principe, Nicolas, on comprend tout à fait Ils auraient plus de pouvoir s'ils diffusaient précisément à ces 72 000 personnes ce spot-là. Voilà, c'est ça. C'est que, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que vous mettez ensemble plusieurs éléments qu'on connaît. On sait très bien comment faire sur Facebook pour faire des publicités ciblées. On vient pas de le découvrir. On sait très bien comment fonctionne le système électoral canadien. On sait très bien les résultats de la dernière élection. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris simplement différents éléments en disant, regardez, moi, je vous donne j'alerte votre... En 10 minutes, on peut faire cela. N'importe qui peut aujourd'hui, en 10 minutes, influencer sur le 0,43% des électeurs qui vont faire l'élection. Et ça vous inquiète? Oui. C'est pour ça que vous avez écrit ça sur LinkedIn? En réalité, ça m'inquiète depuis un certain temps. Même, ça fait quelques années que j'essaie d'attirer attention sur ce point-là, qui est que c'est beaucoup trop facile de pouvoir jouer sur une élection par ce biais-là. Que Facebook soit actif à ce moment-là est un vrai problème, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signalé juste avant, Facebook ne permet plus en fait aux vrais médias de diffuser sur ses pages. Voilà. Et également,
les politiques qui s'étaient engagés à boycotter Facebook ont repris discrètement la publicité depuis 2 mois sur Facebook. Voilà. Alors ça, c'est très important. La dernière fois que j'avais regardé, il y avait un texte qui était paru où on disait que tout mis ensemble, les partis fédéraux avaient dépensé pour 900 000 $ de publicité sur Facebook, ce qui est quand même extrêmement insultant pour nous dans les médias dits traditionnels. Parce que, évidemment, c'est de l'argent qui est pas mis à TVA, dans la presse. Je vais nommer, à Nouveau, à CTV, peu importe. Là, je veux dire, nous, les médias, on crève de faim et les partis politiques envoient quand même 900... Non, il y en a certains qui ont donné beaucoup plus d'argent que d'autres. Je pense que c'est le Parti conservateur qui en a donné le plus. Le Bloc a donné très peu, a donné 2 000 $, mais c'est quand même... Il me semble que c'était les libéraux. Ça mérite de vérifier. C'est possible, c'était peut-être les libéraux. Je dirais que le principe, il est même plus dramatique que ça, c'est que ils ont tous pris un engagement formel de dire qu'ils allaient boycotter Facebook tant que les conditions ne seraient pas réunies pour y revenir. Les conditions n'ont absolument pas changé, donc ils ont juste envoyé le message. Facebook a gagné et on a perdu, et donc on reprend la publicité sur les Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est sur Facebook qu'on influence l'élection. Voilà. Alors, Nicolas, je l'ai dit, vous êtes à la tête de l'agence de publicité Poirier. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire, les partis politiques, passer par l'agence de publicité Poirier et faire des pubs, mais qui ne seraient pas sur Facebook? Non, en réalité, vraiment, mon souhait serait au contraire que la politique soit exclue de Facebook et qu'ils s'en tiennent à leur promesse, en fait, de ne pas faire de publicité dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où on déclenche les élections jusqu'au jour du scrutin, toute forme de publicité à caractère politique serait interdite sur Facebook? Ce serait très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'en réalité, aujourd'hui, les partis contournent cette interdiction. Enfin, c'est déjà extrêmement encadré quand même, cette possibilité de faire la publicité sur Facebook. Mais ils le contournent en donnant de l'argent à des OBNL qui, elles, vont aller faire de la publicité même pendant les périodes où c'est interdite et qui leur sont favorables. Donc, la réalité, c'est que c'est presque toute publicité qui devrait être extrêmement contrôlé. Il devrait y avoir un outil qui permette à Élections Canada et à Élections Québec d'être alerté limite en temps réel quand un électeur verrait une publicité qui serait susceptible de l'influencer, qu'il puisse lui signaler. Parce que finalement, le plus grand danger de la publicité Facebook, c'est que vous et moi qui sommes actuellement au même endroit, sur notre même téléphone, je vais voir une publicité que vous ne verrez jamais de votre vie. C'est ciblé. C'est extrêmement ciblé. Absolument. C'est ce qui fait son efficacité. Nicolas Poirier, merci de nous avoir fait réfléchir à tout ça en espérant que les gens à Élections Canada et Élections Québec vous écoutent et nous écoutent. Nicolas Poirier, vous êtes président de l'agence de publicité Poirier. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Quand on parle d'un monde javelisé, en effet, blanc, on va parler avec Rémi dans quelques instants de Rebel News. Mais avant, est-ce que tu permets, Rémi, que je prenne 30 secondes dans ta chronique pour laisser la parole à Cybèle? Parce qu'on est en train de faire monter les enchères pour notre affiche de demi-dove et on va remettre les sous, évidemment, à Procure qui prend soin des hommes qui ont le cancer de la prostate. Alors, le plus haut soumissionnaire jusqu'ici, c'est... Mais là, au début, c'était 250 $. Ça a finalement monté à 400 $. Donc, vous pouvez continuer de nous écrire. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va pouvoir prendre vos enchères jusqu'à mercredi prochain. En fait, mercredi, on va vous annoncer tout ça en détail. Vous allez pouvoir continuer à envoyer vos demandes au 1-877-827-2346. C'est le studio à commercial-cube.radio. Mais là, prenez votre mal en patience. Ça arrive juste la semaine prochaine. Oui, mais continuez donc à nous écrire combien vous seriez prêt à payer. Mais il faut que ce soit plus que 400 $, parce que là, pour l'instant, le plus haut soumissionnaire, c'est 400 $. Donc, revenons-en à nos moutons. Rebel News, donc, qui a perturbé la période des questions après le débat anglais. En fait, il l'avait fait après le débat français, après le débat anglais. Et là, toute la question, c'est su des vrais journalistes, ces gens-là? Est-ce que c'est une question pertinente, Rémi? Ben, c'est une question pertinente si on accepte qu'elle est pas, qu'on peut pas la trancher de façon aussi simple que certains aimeraient qu'on le fasse. Moi, dans les deux camps, je trouve qu'on est, c'est la définition, c'est le cas quand on est dans un camp, c'est camper. Donc, c'est-à-dire qu'il y a soit des gens qui disent il n'y a aucune façon de dire que ce sont des journalistes, et de l'autre côté, on dit bien sûr qu'on est des journalistes. Moi, j'aimerais ça apporter quelques nuances aujourd'hui. Vas-y. Parmi les arguments,
parmi les arguments qui tendent à démontrer que ce ne sont pas des journalistes, il y en a quand même un très bon. C'est toute la question du lien bizarre entre Rebel News et For Canada, qui est une association qui est ouvertement contre Mark Carney, là, qui est opposée à Mark Carney, puis qui est inscrite sur le site d'Élections Canada. Donc, c'est une organisation qui peut se faire rembourser certaines dépenses électorales. Et le fondateur des deux organisations, Rebel News et For Canada, est la même personne. C'est Ezra Levant. Ouais. Donc, ça, qui travaillait avant pour Sun Media, donc pour Sun News, qui appartenait à Québécois. Donc, je le mentionne parce que s'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas... mais ça n'existe plus, hein, Sun News n'existe plus, mais Ezra Levant travaillait là. Donc, et du côté des arguments des gens qui disent ce sont des journalistes, peut-être que ces gens-là aussi disent est-ce qu'on peut définir au Québec ou au Canada, c'est quoi un journaliste? Parce qu'il n'y a pas de carte de presse au Canada. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, en tout cas, il y a la Fédération des professionnels des journalistes du Québec. Donc, cette fédération-là, quand elle dit ce ne sont pas des journalistes, c'est un peu particulier parce qu'on dirait qu'on est dans la prophétie autoréalisatrice. Si vous avez une fédération qui dit ce ne sont pas des journalistes, la question ne se pose plus vraiment, effectivement. Donc, il faut faire preuve de plus d'ambition puis d'explorer ce que ça veut dire être un journaliste. Moi, ce matin, le président est venu à l'émission de Mario Dumont et a dit ce que je reproche principalement à Rebel News et ce qui me permet de dire que ce ne sont pas des journalistes, c'est qu'ils sont pas impartiaux. Et là, il faisait référence à cette idée-là du lien entre For Canada et Rebel News. Mais je m'excuse, mais Radio-Canada, quelques semaines avant le déclenchement des élections, a presque viré tous ses commentateurs conservateurs. Donc, je sais pas, là, il y a au moins quelque chose de louche, au moins quelque chose de douteux là-dedans. Et aussi, si je peux me permettre, Radio-Canada, Mark Carney, quand il a déclenché les élections, une de ses premières promesses électorales, c'est « je vais donner 150 millions de dollars de plus à Radio-Canada ». Donc, est-ce qu'on peut aussi poser la question d'un éventuel conflit d'intérêts? Je dis pas qu'il y en a un, mais est-ce que la question peut se poser? Et je veux juste rajouter quelque chose, puis je sais que c'est ta chronique, Rémi, mais je veux le dire parce que je trouve que c'est important de préciser ça pour tous les gens qui nous écoutent. Je ne suis pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pourquoi je me dis, moi, journaliste? Parce que j'ai une maîtrise en journalisme de l'Université Columbia. Richard n'est pas membre de la FPGQ. Plein de gens que je connais, plein de gens dont vous lisez chaque jour les articles, dont vous écoutez les émissions, ne sont pas membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ordre. Pour exercer ton métier d'avocat, tu dois faire partie du barreau. Pour exercer le métier de médecin, tu dois faire partie du collège des médecins. Pour être journaliste, tu n'as aucune obligation. Ça n'est pas un ordre professionnel. Fin de la parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse importante. Puis même si tu étais journaliste, probablement que des gens à Radio-Canada te diraient « mais tu es pourtant une militante ». Alors même que tu n'es pas une militante, Sophie, mais on dirait tu as un style militant, c'est à cheval entre la chronique et le militantisme. Radio-Canada dit souvent être la seule organisation à défendre vraiment le journalisme, alors que dans la loi sur la radiodiffusion, dans le mandat de Radio-Canada, il n'est jamais inutile de rappeler qu'il est écrit ceci: le mandat de Radio-Canada est de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationale et de refléter le caractère multiracial et multiculturel au Canada. Donc, si vous êtes un candidat à un poste à Radio-Canada et qu'on vous pose la question, par exemple, M. Villemur, êtes-vous prêt, vous, à vous employer pour nous et à défendre le multiculturalisme? Ma réponse serait non. Et je ne serais pas engagé. Pourquoi? Parce que je n'accepterais pas de militer pour la bonne idéologie. Donc, Radio-Canada n'a aucune leçon à donner à Rebel News en matière de militantisme. C'est juste deux idéologies qui ne sont pas les mêmes, mais c'est à peu près le même style. Radio-Canada, par contre, n'est pas en conflit d'intérêts de façon aussi ouverte que les Rebel News avec For Canada. Mais on nous dit aussi de Rebel News qu'ils font dans la provocation. Mais provoquer, par exemple, des élus, aller dans des manifestations, poser des questions qu'on ne pose plus depuis qu'il n'y a plus de buzz autour des manifestations en lien avec Gaza, ça ne s'appelle pas être dans la provocation, ça s'appelle faire du vrai journalisme. Tu sais, la fameuse scène, Sophie, dont on se souvient tous, l'une des plus grandes scènes de journalisme politique au Canada, c'est la fameuse scène où Tim Raffle, un journaliste, était allé interpeller Pierre Elliott Trudeau le 13 octobre 1970 et lui avait demandé jusqu'où êtes-vous prêt à aller après qu'il ait observé qu'il y avait des militaires dans les rues. Et Pierre Elliott Trudeau lui avait répondu « Just watch me ». Tim Raffle était un journaliste de la CBC. Oui.
Voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, moi, ce que je trouve dans toute cette discussion autour de Rebel News, il y a plein de gens qui disent quand Rebel News filme certains événements, ils disent vous devriez pas diffuser ces images-là ou ces images-là ne sont pas crédibles parce qu'elles ont été filmées par Rebel News. Je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années de ça, au musée de la civilisation, un journaliste de Rebel News était allé sur place et avait filmé une personne qui se mettait tout nu devant des enfants pour l'inauguration d'une exposition sur le genre. Et moi, j'avais parlé de ces images-là, puis il y a des gens qui m'avaient écrit en disant, voyons, des images qui ont été tournées par Rebel News. J'avais dit, oui, mais puis le monsieur, on y voit son moineau. On s'en fout que ce soit Rebel News. Les gens ont comme associé, Rebel News, c'est mauvais, donc peu importe ce qu'ils vont filmer, c'est mauvais. Il faut, à un moment donné, arrêter d'être aussi binaire. Non, mais tout à fait. Puis, une chance qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là, d'accord? Puis, une chance qu'il y a des journalistes qui vont aussi sur le terrain, parce que les journalistes vieillissent, s'embourgeoisent et ne veulent plus aller dans la foule. Ils n'ont plus besoin de faire ça avec la technologie moderne. On plante des caméras, on n'a plus besoin d'aller parler aux gens. Il y a les réseaux sociaux. Si on veut savoir ce que les gens pensent, on va sur les réseaux sociaux. Il y a encore des journalistes qui jouent du coude. Je pense notamment à Yves Poirier. Yves Poirier, à TVA, qui continue d'aller dans les manifestations, qui a Adi Yassine, qui continue d'aller dans les manifestations aussi. Une chance que ça existe. C'est du vrai journalisme. Ouais. Merci beaucoup, jeune homme. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe Leroux. Merci à vous de nous écouter en ce beau vendredi. À lundi. On va être là lundi. Kid.